La planète Terre avant l'embrasement général. C'est l'inquiétude la plus communément partagée. La peur de la guerre, un Moyen-Orient chaotique, l'escalade de la terreur en Corée du Nord, un face-à-face angoissant entre la Russie et l'Europe, des actes terroristes toujours plus nombreux et meurtriers qui défient le monde occidental. Jamais depuis la fin de la guerre froide, on n'avait eu le sentiment d'un monde aussi instable. Les Occidentaux sont confrontés à un monde qui n'est pas du tout idéalisé, idéalisable, qui est un monde dur, qui est un monde genre Jurassic Park, un peu, avec des affrontements de puissance, qui est un monde semi-chaotique, et pour les Occidentaux plus que pour les autres. Que plus que pour un Chinois ou un Russe, ça donne quand même l'impression d'un monde en désordre. En 20 ans, on est passé d'un monde unipolaire, avec une Amérique toute puissante, à un monde multipolaire. L'Amérique n'est plus seule. Cette réalité a fragilisé les équilibres du monde. Nous sommes désormais dans un monde en désordre. Les Occidentaux se sont fait des illusions extraordinaires après la fin de l'URSS. Les Occidentaux, en résumé, ont cru avoir gagné. Ça a pris des formes différentes aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, c'était un triomphalisme. Les États-Unis ont gagné la guerre froide. Il va y avoir un nouvel ordre international, comme disait le président Bush, le père, ne jamais confondre avec le fils, sous la conduite éclairée des États-Unis. Pourtant, c'est une autre histoire qui avait commencé. On avait voulu croire à un nouvel ordre mondial. C'est le président Bush qui l'avait dit. Et pas n'importe quand, le 11 septembre 1991. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. À l'époque, le leadership américain est incontournable et fait d'eux l'hyperpuissance du monde. Lorsque l'Irak de Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït en 1991, les États-Unis ripostent en organisant la plus vaste coalition depuis la Seconde Guerre mondiale pour frapper le régime irakien. Le nouvel ordre mondial est donc celui voulu par les Américains. Le nouvel ordre mondial, tel que George Bush l'imagine en 90-91, c'est effectivement celui du vainqueur de la guerre froide. Il n'y a aucun doute aux États-Unis, sous Ronald Reagan, sous George Bush, mais ensuite sous Bill Clinton, que les Américains ont gagné la guerre froide. Il faut quand même préciser qu'à l'époque, l'URSS, qui va se disloquer dans la foulée de la guerre du Golfe, et notamment Gorbatchev, s'est lié à cette guerre. Donc tout de même, du point de vue du droit international et du cadre onusien, on a, avec effectivement l'alignement aussi de la France sur la position américaine, il y a tout de même consensus au niveau international, au niveau des normes internationales pour sauver le Koweït. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. La guerre du Golfe contre l'Irak de Saddam Hussein va être la première guerre mondiale d'après la guerre froide. Les États-Unis ont entraîné derrière eux la totalité des démocraties occidentales et plusieurs autres pays arabes. Cette guerre, sous patronage américain, va alimenter deux thèses contradictoires. D'abord, il y a celle de Samuel Huntington, pour qui cette guerre constitue un prélude à un clash des civilisations entre Orient et Occident. Mais porté par l'allégresse des vainqueurs, on donne peu d'écho à celui qui apparaît comme un prophète de malheur. On préfère l'optimisme de Francis Fukuyama, qui soutient l'idée que le monde est désormais éclairé par la victoire du libéralisme.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une émission bien particulière que je vous propose ce soir, un caractère exceptionnel, puisqu'il tourne autour d'un livre. Il est intitulé « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Son auteur, Francis Fukuyama, il prétend que l'histoire, la grande histoire, l'histoire de l'humanité, touche à sa fin, puisque la démocratie libérale a triomphé des autres idéologies. Écoutez, on assiste à un très vaste consensus intellectuel quant à la légitimité des idées démocratiques libérales. Et je pense que dans cette pièce, dans votre pays, dans mon pays, personne n'imagine qu'il y ait un État supérieur, une forme meilleure de société par essence, sur le plan des principes. Ce que j'essaye de démontrer, c'est que la démocratie suit très souvent le développement économique. Si vous regardez les pays les plus prospères dans le monde, ce sont aussi les démocraties les plus stables. C'est l'époque de la théorie de la fin de l'histoire, faute de combattants, Fukuyama. Tout le monde est d'accord avec la démocratie de marché, donc il y a quelques récalcitrants périphériques qu'on va ramener à la raison à coup de sanctions ou d'ingérence ou de bombardement, mais ça ne compte pas. Donc il y a une sorte de roi royal qui s'ouvre et l'Occident va imposer partout les fameuses valeurs occidentales universelles. Les Occidentaux ont voulu croire à la thèse de Francis Fukuyama. Mais dans le même temps, ils se sont avérés incapables d'éviter les guerres de Bosnie et ses massacres. Ils seront fragilisés par les attentats qui pousseront les Américains à riposter en Afghanistan puis en Irak. À chaque fois, ce sont les symptômes de ce clash des civilisations qu'invoquera George W. Bush. Ça remet en cause quelque chose qui est fondamental dans l'histoire de l'Occident, enfin de l'Europe d'abord, puis de l'Occident, dans l'histoire de la chrétienté d'abord, puis de l'Occident des Lumières, qui est le prosélytisme. Il y a une volonté profonde de convertir le reste du monde. Pour saint Paul, l'Église devait être universelle, catholicos, universelle. Et pour les gens des Lumières, c'est la même chose. Il y a une sorte de sécularisation des valeurs d'avant. Donc il faut qu'on répande dans le monde entier nos valeurs. Et si on ne le fait pas, on est des égoïstes. On reste avec nos valeurs formidables que pour nous, c'est pas bien. Il faut vraiment que ce soit répandu partout. Donc c'est consubstantiel à l'Occident depuis tellement longtemps. Ça a pris des formes caricaturales ou condamnables. Impérialisme, colonialisme, tout ce qu'on veut, mais le moteur, c'est ça, c'est l'idée de la conversion. Les Américains veulent croire à une attaque frontale, à une loi du plus fort, symbolisée par une intervention en Irak en 2003 contre le régime de Saddam Hussein qui n'y est pour rien. La France s'oppose à cette escalade par la voix de son ministre Dominique de Villepin. Les Allemands, alliés traditionnels des États-Unis, soutiennent la position française qui rencontre un incroyable écho dans le monde. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les ministres, dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique. Je crois qu'il y a eu une forme de pragmatisme. Les Français ont tout de même assez largement anticipé que ce serait un fiasco, bien perçu, encore une fois, l'impréparation, l'improvisation totale de cette guerre. Et ce moment, finalement, je parlais d'émotion, d'affect, cette surenchère émotionnelle à l'époque du côté américain, cette volonté de répondre par tous les moyens au 11 septembre, y compris par une politique donc militariste, unilatérale, qui va se révéler désastreuse. C'était un moment d'enthousiasme. Non pas pour la francophonie ou la francophilie, on ne peut pas appeler ça comme ça, mais juste pour une politique arabe de la France qui était décryptable, pour une fois, qui était du bon côté, enfin du côté de cette rue arabe qui fonctionne comme une sorte de parlement un peu sauvage. Et ça a été vécu comme une sorte de moment de grâce. La France de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin a donc défié l'Amérique de George W. Bush sans pouvoir empêcher la guerre. Un affrontement qui porte en lui l'ambition propre à chacun de ces deux pays de parler à l'ensemble du monde. Peu importe que Français et Américains aient pu avoir une position divergente, c'est le fait d'exercer une telle autorité qui est aujourd'hui impossible. Et cette absence d'une puissance stabilisatrice sur le monde
a en réalité transformé les Proches et Moyen-Orient en vaste poudrière. L'effondrement de l'Irak en 2003 après l'invasion américaine, les printemps arabes en 2011 avec l'éclatement de la Libye puis la guerre en Syrie. Depuis 15 ans, les Proches et Moyen-Orient semblent plongés dans une guerre sans fin, une guerre interminable, sans que personne ne soit en mesure d'imposer la paix, une paix introuvable. La puissance, l'hyperpuissance, a montré que non seulement elle pouvait plus vraiment gagner les guerres, mais surtout ne pouvait plus gagner la paix. Donc le gros bâton militaire ne suffit plus à instaurer un ordre mondial. C'est ça qui se passe, à mon avis, avec la deuxième guerre du Golfe. L'erreur stratégique commise par les Américains, c'est l'invasion de l'Irak de Saddam Hussein en mars 2003, alors que Saddam Hussein n'est pas leur ennemi principal. Ils ont été attaqués en septembre 2001 par des islamistes venus pour la plupart d'Arabie Saoudite, et ils s'attaquent à un régime laïque qui est celui de Saddam Hussein. Mais une fois qu'ils ont envahi l'Irak, une fois qu'ils sont devenus les maîtres de la Mésopotamie, ils ne peuvent pas se retirer comme cela. Il était évident que le retrait des Américains en 2011, fin 2011, laissait derrière lui un pays traumatisé, un pays où la greffe démocratique n'a jamais pris, profondément divisé, parce que c'est tout de même dans la foulée de cette occupation militaire que les tensions communautaires ont explosé et se sont transformées en guerre civile, dont on assiste encore aujourd'hui aux effets, qui ont été décuplés par la montée en puissance de l'État islamique, par la montée en puissance d'un certain nombre de milices. 2009. Barack Obama vient d'être élu président des États-Unis. Il a gagné face à une opinion américaine fatiguée de la guerre en Irak, qui dure depuis plus de 5 ans, et impatiente de voir les boys revenir à la maison. Le 4 juin 2009, à l'université du Caire, il annonce le retrait des forces américaines. L'intervention américaine avait fabriqué le chaos. Avec un retrait improvisé, on plonge dans le désordre absolu en Irak. La paix reste introuvable. Muslims recognize that Israel will not go away. Likewise, many Israelis recognize the need for a Palestinian state. It is time for us to act on what everyone knows to be true. Ça a été aussi entendu à Moscou par les autocrates du Proche et du Moyen-Orient, par des groupes terroristes, comme un aveu de faiblesse ou comme un désir de faiblesse, au fond, comme un désir de désengagement et comme l'idée que voilà peut-être un président américain qui a peur de la confrontation. Obama n'a jamais vraiment eu de politique au Moyen-Orient. Ça a été plutôt une attitude qui a consisté à se retirer d'Irak et puis gérer des dossiers de manière très fragmentaire, sans véritable vision. Il a marqué une rupture impressionnante en montrant qu'il estimait que la politique des États-Unis n'était pas d'imposer partout, par l'ingérence et l'intervention, la démocratie, les valeurs, etc. Donc il n'est pas wilsonien. Pour les Américains, quitter le Proche-Orient, c'est faire le constat de ne pas être en mesure d'imposer la paix et les valeurs occidentales. Une fois de plus, c'est le fantôme du clash des civilisations de Samuel Huntington qui s'impose, comme si les États-Unis n'avaient pas encore fait le deuil de leur puissance passée. Quand Roosevelt revenait d'Yalta, s'est arrêté au Caire. C'est la rencontre sur le fameux croiseur le Quincy. Ce 14 février 1945, le président américain Roosevelt passe un pacte avec le roi Ibn Saoud, fondateur du royaume d'Arabie Saoudite. Les Américains vont protéger la dynastie saoudienne en échange d'un accès au pétrole. Ça a fonctionné pendant des dizaines d'années, malgré le soutien croissant des États-Unis à Israël, même dans la phase colonisatrice, malgré le chasse gendarme du Golfe. Depuis 1945, Soviétiques et Américains avaient décidé de s'imposer au Moyen-Orient pour garantir leurs approvisionnements en pétrole. Les Américains soutenaient les monarchies du Golfe
l'Iran et Israël. Les soviétiques, eux, s'étaient alliés au panarabisme de l'égyptien Nasser et les régimes laïques de Saddam Hussein en Irak ou d'Hafez el-Assad en Syrie. Avec ce face-à-face, c'était un peu de la guerre froide qui s'était déplacée au cœur du Proche-Orient. Et comme en Europe, il y avait un équilibre des terreurs qui garantissait la paix. Mais ce fragile équilibre allait s'effondrer après 1979 avec la renaissance d'un islamisme politique. 1979, c'est une date charnière, c'est une révolution islamique qui considère qu'il faut tracer un chemin très spécifique sur le plan politique, mais aussi sur le plan social, pour les pays de la région, donc revenir à la tradition, se doter d'un gouvernement proprement islamique. Téhéran. L'ayatollah Khomeini renverse le régime du Shah d'Iran. C'est la révolution iranienne. Le 11 février 1979, les chancelleries occidentales regardent incrédules la naissance d'une république islamique. Quelques mois plus tard, le 20 novembre, à la Mecque, des djihadistes prennent en otage des pèlerins autour de la Kaaba. Ils reprochent aux Saoudiens de laisser l'islam s'occidentaliser et plaident pour une interprétation plus rigoriste des textes. Après cet événement, les Saoudiens soutiendront la branche wahhabite et faciliteront l'extension d'un islamisme politique au Proche et Moyen-Orient. On ignore alors que ce face-à-face entre islam et Occident va être au cœur des relations internationales pour les 50 ans à venir. Après cette année 1979, on assiste à une montée continue de l'islam politique. En 1980, ce sont des djihadistes aidés par la CIA qui s'opposent à l'invasion soviétique en Afghanistan. Ce sont des fondamentalistes qui assassineront Anwar el-Sadat en Égypte. Sa mort sera fêtée dans les rues de Damas ou Tripoli. Au milieu des années 80, le Liban sera déstabilisé par le Hezbollah libanais, bras armé des Iraniens, qui multipliera enlèvements et attentats. Plus près de nous, en 1990, le Front islamique du salut remporte les élections en Algérie. La montée du fils, on la voyait dans notre vie quotidienne à partir d'octobre 88, lorsque le mouvement a parasité un petit peu le soulèvement populaire de cette époque. Et disons que la victoire électorale, c'était juste un détail dans une sorte de montée en puissance qui durait depuis 2 ans. Sauf, on était aussi quelque part pris par une sorte de sentiment très contradictoire. D'un côté, on était effaré par la victoire du fils parce que c'était quand même un mouvement très facho qui s'installait avec beaucoup de violence. Mais de l'autre côté, il y avait de la jubilation à voir le FLN, le parti unique, être défait. Le malaise général de la civilisation musulmane, c'est qu'en fait, après les indépendances, tous ces pays arabo-musulmans n'ont pas réussi. C'est-à-dire que le nationalisme arabe n'a pas réussi. Stratégiquement, il a été battu par Israël à plusieurs reprises. Socialement, il y a toujours autant de misère et de désordre dans les pays musulmans. Et économiquement, ce sont des économies qui ont sombré et qui vivent pour la plupart de la rente pétrolière. La déliquescence des États arabes, leur corruption, ont alimenté des oppositions protéiformes. Sur les décombres de l'État irakien, une force émerge. Il s'agit de l'État islamique. C'est un groupe qui a fait fortune, en réalité, bien avant sa prise d'assaut de Mossoul en 2014, parce que dès l'année 2010, il y a reformation du groupe sur le terrain irakien, ce qui est complètement passé inaperçu à l'époque. Et après le retrait américain, à partir de 2012, l'État islamique, les djihadistes ont fait leur retour déjà dans les villes irakiennes, négociant un certain nombre d'accords avec les élites locales, les dignitaires, les tribus, les religieux, pour prendre le pouvoir. Cette stratégie victorieuse a été pensée par un homme, Abou Bakr el-Baghdadi. C'est lui qui dirige ce mouvement qui se répand tel une pieuvre sur les provinces irakiennes et syriennes. Il veut revenir à l'époque triomphante du monde arabe, celui qui défiait l'Occident chrétien. Il est le calife et décide de restaurer le califat le 29 juin 2014. Il se rêve en chef de tous les musulmans du monde.
L'idée du califat, en réalité, elle a traversé tout le XXe siècle. L'appel à la restauration du califat, ce n'est pas nouveau en 2014, c'est une réitération d'un certain nombre je dirais, d'appels d'intellectuels, de mouvements politiques à restaurer ce modèle politique qui est considéré par ces mouvements comme le meilleur, comme étant plus adapté aux réalités sociales de la région. L'État islamique veut s'étendre et va s'inviter dans le conflit qui vise à renverser le régime syrien alawite de Bachar el-Assad. Mais cette guerre divise les Occidentaux. Pour les Américains, l'ennemi reste d'abord l'État islamique. Et le président Obama est désireux de faire revenir l'Iran, allié de la Syrie, dans le jeu diplomatique, avec la promesse de l'abandon de l'arme nucléaire. Pour les Français, le départ de Bachar el-Assad constitue un préalable. À Washington comme à Paris, on a quand même pris soin d'établir un interdit absolu, l'utilisation d'armes chimiques contre les populations. Nous apprenons par nos services secrets qu'effectivement, M. Bachar el-Assad a utilisé l'arme chimique et tué des centaines et des centaines de Syriens par cette arme-là. Et donc, très naturellement, nous préparons la réaction avec les Américains et les Britanniques. Et très rapidement, dans les jours qui suivent, on voit Barack Obama reculer, hésiter, invoquer le droit international, c'était pas absurde, et faire une présentation publique très étonnante, une allocution où pendant une dizaine de minutes, il explique très clairement en quoi les frappes de Bachar el-Assad sont totalement inacceptables, en quoi les États-Unis et le monde ne peuvent pas les tolérer. We cannot raise our children in a world where we will not follow through on the things we say, the accords we sign, the values that define us. So just as I will take this case to Congress, I will also deliver this message to the world. While the UN investigation has some time to report on its findings, we will insist that an atrocity committed with chemical weapons is not simply investigated, it must be confronted. Et à la fin de ce discours très clair, il dit « Bon, je vais demander la permission du Congrès », sachant qu'il ne l'aura pas. Le président Obama dit « Finalement, je n'interviens pas ». Du coup, les Français, qui ne pouvaient pas intervenir tout seuls, n'interviennent pas. Je crois que c'est une décision de politique intérieure et de politique extérieure dans le rôle qu'il voulait avoir en Syrie. Et les Français en faisaient les frais et ça n'a pas compté. Je crois que réellement, il n'agit pas contre la France. Je crois que ça ne compte pas, à ses yeux, à ce moment-là. Évidemment, les choses ont basculé en Syrie, puisque Bachar, du coup, est apparu comme quelqu'un qui faisait reculer même les Américains. Bachar el-Assad a été sauvé par l'incapacité des Occidentaux et des démocrates syriens à imposer une solution alternative pour la Syrie. Français et Américains ne sont jamais parvenus à défendre leur ligne particulière, prolongeant la guerre civile en Syrie. Et fin 2015, Vladimir Poutine va s'inviter dans le conflit avec 3 priorités. D'abord, il entend sauver son allié de toujours, la Syrie. Ensuite, il veut, par sa présence, montrer et démontrer que la Russie ne peut être ignorée par les autres puissances. Enfin, il prend acte de l'impuissance américaine et entend s'imposer comme une force de paix. La coopération militaire entre Damas et Moscou a plus de 45 ans d'âge. Il y a des dizaines de milliers de couples mixtes entre Russes et Syriens. Et il veut montrer aussi au Moyen-Orient qu'il ne lâche pas un vieil allié. Et ça, c'est très apprécié au Moyen-Orient. La Russie montre, Poutine montre, moi, mes alliés, je ne les lâche pas. Je ne fais pas comme les États-Unis avec Moubarak. On a vu Hillary Clinton l'embrasser et une semaine après l'abandonner. On ne peut pas déduire du fait que les Occidentaux ont échoué en Syrie, avec des points de départ qui, sur le plan déontologique et moral, étaient infiniment justifiés. Parce que le régime de Damas est atroce. Bon, mais ça a échoué, ça n'a pas marché. Les Occidentaux ont cru pouvoir obtenir un résultat sans la Russie. Alors qu'il aurait fallu essayer de trouver l'accord avec la Russie au tout début de la guerre civile en Syrie. Donc ça n'a pas marché. Poutine se retrouve avec les cartes en main, aujourd'hui. Mais même pour lui, c'est très compliqué. Vladimir Poutine s'est imposé comme un interlocuteur incontournable dans le dossier syrien.
il organise une conférence pour la paix sur le conflit à Astana, aux grandes dames des Occidentaux. Ironie de l'histoire, il se retrouve à traiter avec l'opposition syrienne alors qu'il est d'abord intervenu pour sauver Bachar el-Assad. Details and they know real facts. And we understand that they militarily have achieved what they wanted in Syria. Now they want to translate this military achievement into some sort of a political gain. And this political gain cannot happen without this. And the requirement for achieving this political gain is a ceasefire. Les États-Unis, mais aussi la Russie, les grandes puissances sont au chevet de la paix au Proche-Orient. Mais avec quelle solution et quelle autorité? Car en réalité, personne ne semble aujourd'hui en mesure de s'imposer comme puissance incontournable. Dans ce Moyen-Orient, aucune puissance régionale ne peut dominer complètement. Même l'Iran, plus forte qu'il y a quelques années, ne peut pas imposer sa solution partout. L'Arabie n'est pas en mesure d'imposer une solution générale sunnite ou wahhabite. Ça ne marche pas, en fait. Quant à l'Égypte, l'Égypte n'est pas, elle était affaiblie par la fin de Moubarak, la péripétie Morsi, maintenant Sisi, qui tient le pays, qui, sur le plan de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'islamisme, est extrêmement courageux. C'est lui le protecteur des Coptes, quand même, en Égypte. Mais il n'est pas en mesure d'exercer une influence régionale. Donc vous avez un Moyen-Orient avec des puissances qui sont là, dont aucune ne peut imposer complètement sa solution. Mais il n'y a plus non plus de puissance extérieure. On n'est pas en 1920, ni en 1945, ni même il y a 20 ans. En mettant l'américain, le chinois, le russe, par exemple, en disant, bon, voilà notre solution pour le Moyen-Orient, pour l'avenir de la Syrie, de l'Irak, État palestinien ou non, etc. Ou les Kurdes, c'est impossible. Dans ce monde multipolaire, sans hyperpuissance, l'histoire de la Russie de Vladimir Poutine est une histoire singulière. C'est celle d'une reconquête. Après la fin du communisme, les Occidentaux ont négligé la Russie. Vladimir Poutine a la volonté de démontrer qu'on ne peut plus la traiter en quantité négligeable. Constatant que les armes de l'OTAN sont désormais à ses portes, il est déterminé à réagir de manière ferme pour obliger les Occidentaux à mieux le respecter. Jamais la Russie n'acceptera que l'OTAN soit à ses frontières. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que le chancelier Kohl avait promis à Gorbatchev que lorsque la Russie avait retiré ses soldats d'Allemagne de l'Est, que l'OTAN ne s'étendrait plus jamais à l'Est. Je crois qu'il n'y a jamais eu de volonté sérieuse, ni en Europe ni aux États-Unis, de démanteler l'OTAN. L'idée d'un démantèlement de l'OTAN négocié face à un pacte de Varsovie qui lui-même n'existait plus, voilà, c'était des choses que l'on pouvait évoquer, mais je ne crois pas que ça ait jamais été sérieux. Et au fond, finalement, à aucun moment, je crois pas qu'à aucun moment les Occidentaux aient fait confiance à la Russie. Il n'empêche que depuis 25 ans, les Occidentaux ne s'y sont pas bien pris avec la Russie. Et même des durs à cuire comme Kissinger ou Brzezinski considèrent que Kissinger, il dit par exemple, on n'a fait aucun effort sérieux depuis 25 ans pour associer la Russie dans un ensemble de sécurité européen cohérent. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la fin de l'URSS, au début des années 90, au siècle dernier. Gorbatchev est le maître de l'Union soviétique, mais il est en sursis. Le mur entre les deux Allemagnes est tombé en 1989. Les pays frères réclament leur indépendance et désormais, c'est au sein même des pays socialistes que l'on fait sécession. Les pays baltes en premier. Moi, je suis letton, et la seule solution pour notre pays, c'est l'indépendance. Moi, j'avais 18 ans quand Staline est arrivé.
J'ai vu les morts à la frontière à cause des soviétiques. Il faut retrouver notre liberté, notre terre. Ce 4 mai 1990, les Lettons proclament leur indépendance. 15 mois plus tard, un coup d'État met fin à l'URSS et propulse Boris Eltsine à la tête de la Russie. On rentre dans l'après-communisme. Les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, puis la Roumanie, la Pologne ou la Bulgarie, tous ces ex-pays frères ou membres de l'Union soviétique n'en finissent pas de venir grossir les rangs de l'OTAN. Pour les Occidentaux, la victoire est alors totale. À mon avis, tout le mal vient de la mauvaise lecture faite par l'Occident. En interprétant cette nouvelle période comme la preuve de son triomphe historique, idéologique, culturel, économique, a fait une autre erreur importante, c'est de croire qu'avec la disparition de l'Union soviétique, c'est la Russie. La Russie, en tant que notion historique, culturelle, stratégique et géographique, allait disparaître à jamais de la scène internationale. La Russie ne pouvait pas disparaître. Et Vladimir Poutine entend le rappeler. Un pays va devenir malgré lui l'enjeu entre Occidentaux et Russes. Il s'agit de l'Ukraine. En décembre 2004, les résultats de l'élection présidentielle en Ukraine sont contestés. 2 candidats. Le président sortant, Yushchenko, qui regarde vers Moscou et a le soutien de Vladimir Poutine, et son opposant, Yanukovych, qui a le soutien des Américains et Européens, et qui souhaite intégrer l'OTAN et l'Europe. Le candidat de Vladimir Poutine est déclaré vainqueur. Il s'ensuit un mouvement de protestation, appelé la Révolution orange. Pendant 10 ans, l'Ukraine reste divisée entre des provinces pro-russes et d'autres qui rêvent de l'Europe de Bruxelles. 10 ans plus tard, la crise atteint son paroxysme lorsque Yanukovych, devenu président et hier allié des Européens, refuse d'entériner l'accord d'association passé entre son pays et Bruxelles, préférant traiter avec Moscou. Les Ukrainiens, favorables à une rentrée dans l'Union européenne, crient à la trahison et font le siège du Parlement. Le 12 février 2015, les responsables politiques français et allemands se mettent autour de la table avec Vladimir Poutine pour trouver une solution pacifique au conflit ukrainien. L'échange entre Angela Merkel et Vladimir Poutine pendant cette réunion au sommet témoigne du mépris du dirigeant russe pour les Européens. Nous sommes là, donc les 4 dirigeants, plus les ministres des Affaires étrangères, plus quelques collaborateurs, une pièce fermée, et vers 4 heures du matin, je pense. Donc, difficile, on discute ligne à ligne. Tout d'un coup, la chancelière Merkel, qui pourtant est une femme très patiente, est décédée. Dans mon souvenir, elle sort une photo où on voit un gradé russe qui est visiblement en territoire ukrainien, dans ce qu'on appelle le Donbass. Et elle le montre à Poutine. Le général ou le colonel russe, il s'appelle je sais pas comment, bon. Et elle lui dit, Vladimir, tu dis qu'il n'y a pas de troupe russe, mais le colonel, etc. Et Poutine, sans perdre une seconde et sans se départir de son calme, répond, il a dû probablement perdre son chemin. Vladimir Poutine sera-t-il l'homme qui prolongera les ambitions gaulliennes qui voulaient construire une Europe de l'Atlantique à l'Oural? Aujourd'hui, il doit affronter la défiance des Occidentaux. Pourtant, lors de son accession au pouvoir, le maître du Kremlin et son Premier ministre Medvedev étaient très favorables à un rapprochement avec ses voisins européens. Medvedev, quand il a été président, était spécialement coopératif, trop au jeu de Poutine, mais bon, quand même, il y a une période. Donc il y a une période, Poutine 1, Poutine 2, Medvedev, pendant lesquelles, en tout cas moi je fais partie de ceux qui considèrent que l'Occident aurait dû être plus intelligent, ferme, dissuasif, mais plus coopératif. Après on a Poutine 3, quand il revient, et là il y a une alliance nouvelle avec l'Église orthodoxe, et la Russie prend un ton beaucoup plus agressif,
Premièrement, la Russie paillasson, c'est terminé. Et je vais montrer, ni Poutine, aux Occidentaux, que j'ai un pouvoir de blocage dans plusieurs domaines et qu'on ne peut pas se passer de moi. On reproche souvent à Vladimir Poutine d'avoir réveillé le nationalisme russe. Il est pourtant depuis toujours sous-jacent dans l'inconscient russe. Sur fond de déliquescence économique et confronté au mépris de ses voisins européens, Vladimir Poutine s'impose comme l'homme fort du Kremlin et offre aux Russes un regain de fierté qui fait écho à l'histoire même de ce pays. Le nationalisme russe est le fruit de plusieurs processus simultanés en quelque sorte. D'une part, l'état en quelque sorte inhabituel dans lequel se sont retrouvés les Russes face à l'éclatement de l'Empire. Jusqu'à la disparition de l'Union soviétique, les Russes se sentaient nation impériale, donc pas nation ethnique. La Russie est devenue empire avant d'être devenue État-nation. Parce que les Russes se sentaient partout chez eux, à travers cet espace des pays de Baltes jusqu'à le Caucase et de l'Asie centrale. Les Russes montrent qu'ils sont Russes, que ce sont eux et personne d'autre, les maîtres dans leur pays et sur leur territoire. Comme ça, les gens qui viennent ici se sentent comme des invités et nous traitent avec respect. C'est tout ce que nous voulons montrer. On a d'ailleurs bien de la chance de ne pas avoir eu un dirigeant plus dur que Poutine, à mon avis, du point de vue occidental, car il faut se rappeler que dans la période d'après l'URSS, quand les premières équipes de Yeltsin, sous une énorme influence américaine, ont estimé qu'il fallait vraiment mettre par terre tout le système, qu'il n'y avait aucune réforme et qu'il ne fallait pas de transition. Donc ils n'ont pas du tout inspiré ce qui a été fait en Europe après la guerre, pendant 30 ans environ, des politiques économiques mixtes, privé-public, contrôle des prix pendant longtemps, etc. Donc on a eu une très longue période de transition. Donc eux, ils ont estimé qu'il fallait faire en Russie une sorte de crash politique dans lequel on met tout à zéro. Les Russes ont perdu, selon beaucoup d'estimations sérieuses, 30 à 40% de leur pouvoir d'achat en une dizaine d'années. 30 à 40%. Vous voyez les protestations furibardes dans un pays d'Europe quand les gens ont le sentiment d'avoir perdu 0,5. Dans ce monde sans chef, chacun tente de jouer sa partition. Et c'est ce qu'a réussi Vladimir Poutine, qui a réimposé son pays sur la scène internationale. L'Europe continuera-t-elle son face-à-face, ou le pragmatisme l'emportera-t-il pour redessiner les contours géographiques d'une Europe avec les Russes ? L'évolution de l'opinion européenne, de plus en plus anti-Poutine, plus encore les médias que la grande opinion, mais enfin, quand même, il y a une position hostile. Il y a une sorte de rancœur en constatant que les Russes sont restés des Russes. Alors c'est les Russes de Dostoïevski ou de Solzhenitsyn qui disaient la même chose aussi, mais ils sont restés Russes. Donc il y a une espèce d'animosité qui ne soit pas devenue des sortes de sociaux-démocrates scandinaves, quoi, par proximité et contagion. Donc une sorte d'énervement, mais les Russes sont Russes comme les Chinois sont Chinois, etc. Bon. Donc les Européens trépignent et sont très énervés. Et après, il y a toutes sortes d'arguments vrais qui s'ajoutent à ça. Mais je ne pense pas qu'on ait tellement les moyens, ni le droit, ni la légitimité, etc., de transformer les Russes en une sorte de gentils membres de la communauté internationale que nous appelons de nos voeux. Donc à un moment ou à un autre, on va être obligé de dire il faut quand même, tout en prenant 1000 précautions, il faut quand même avoir des relations avec la Russie telle qu'elle est, pour anticiper sur la Russie telle qu'on souhaiterait qu'elle devienne. Donc d'une façon ou d'une autre, il y aura un retour au réalisme dans la relation avec la Russie. Emmanuel Macron, dès son arrivée à l'Élysée, va faire preuve de pragmatisme. En accueillant Vladimir Poutine, il a passé sous silence le soutien russe auprès de ses adversaires à l'élection présidentielle. Il s'agit d'abord de repenser les relations russo-européennes. L'élection de Macron en France, il est, à mon avis, prometteur de ce que la France
contrairement à l'époque précédente, à la période de Hollande, peut constituer un ajout important pour la formulation de la politique russe de l'Europe. Si Vladimir Poutine a su dessiner un futur à son pays, les Européens sont, eux, dans la peine. Il n'y a plus d'hyperpuissance, et la première force économique du monde ne sait plus où aller. Son moteur est cassé, les Anglais sont partis, et la France et l'Allemagne plus concurrentes que partenaires. Avant la chute du mur en 1989, l'Europe s'appelait Communauté économique européenne. Cela rappelait le plan Marshall. Mais à partir de 1992, avec le traité de Maastricht, l'Europe est devenue une Union européenne. Une manière de célébrer la victoire sur le bloc soviétique, de réunir tous les États européens pour une union politique. Mais cela va éveiller toutes les angoisses et raviver le nationalisme. Depuis, la réaction souverainiste ne cesse de progresser pour aboutir au rejet du projet de constitution européenne en 2005. Et à chaque fois, l'Union européenne apparaît comme un coupable idéal. Ce sont ces échecs successifs de l'Union européenne qui inspirent la défiance, aujourd'hui de plus en plus importante, des peuples européens. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et que je pense qu'en fait, l'Europe est une construction qui a apporté beaucoup de prospérité au continent, et de paix surtout, et qu'il faut la réformer, mais qu'il faut la garder. On a fait la zone euro. La zone euro, c'est une très bonne chose, mais il n'y a aucune zone monétaire qui ne peut marcher sans que les États riches aident les États pauvres. Tout se passe comme si on découvrait les deux déséquilibres de l'Europe d'aujourd'hui. D'abord, un projet qui souffre d'avoir été économique avant d'être politique. Et surtout, une relation franco-allemande qui ne peut plus s'articuler de la même façon après la réunification de 1990. L'Europe, ça a été conçu par des gens qui avaient une vision de l'avenir prémonitoire, qui étaient en général tout à fait atlantistes. Je pense à Monet Schuman, qui n'ont jamais pensé une seule seconde que l'Europe puisse être une Europe puissance. C'était impensable pour eux. Donc c'était, disons, l'organisation sous le parapluie de l'Alliance Atlantique, et après le plan Marshall, qui avait amené à mettre en place des premiers systèmes de répartition et d'organisation, une organisation économique de l'Europe de l'Ouest pour faciliter la reconstruction et renforcer les sociétés face à la menace stalinienne et soviétique qui était tout à fait réelle à l'époque. Parce qu'il fallait faire la paix, c'est autour de l'axe franco-allemand que s'est construite l'Europe. Pendant longtemps, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et le credo commun d'un plus jamais ça avaient réuni Français et Allemands au cœur de l'Europe. Nous étions en 1963 et le général de Gaulle, avec emphase, se félicitait de la signature du traité de l'Élysée entre les deux pays. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais aussi parce qu'il ouvre toutes grandes les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour le monde. Et ce couple, cette colonne vertébrale, va se construire. Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing, puis Helmut Kohl et François Mitterrand. C'est la raison pour laquelle le vrai mystère, la vraie recette de la relation franco-allemande, je la qualifierais par la nécessité de l'intimité. C'est Giscard qui donne en fait cette recette dans sa relation avec Helmut Schmidt, qui devient son ami avec qui il joue du piano.
Et il parle de tout. Et il raconte qu'il parle même de la peine de mort ou de sujets qu'il a trouvés sur son bureau en arrivant comme président. C'est Mitterrand et Kohl qui avaient une vision extrêmement historique et profonde et qui, pour cette raison-là, s'impliquent et qui font en sorte que, finalement, la réunification allemande se passe de manière pacifique. On le doit à l'intimité qu'ils avaient de se parler de tout. Depuis cette date-là, cette intimité a disparu. L'intimité des hommes se confondait avec la mémoire de la guerre. Mais depuis l'élection de Gerhard Schröder comme chancelier en 1998, il n'y a plus le souvenir d'une histoire commune. Et surtout, l'Allemagne réunifiée est une Allemagne débarrassée de ses complexes passés. Meine Damen und Herren, die Einbindung Deutschlands in die Europäische Union ist von zentraler Bedeutung für die deutsche Politik. Wir werden es schaffen, weil wir Deutschlands Kraft vertrauen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Gerhard Schröder a essayé en arrivant aux affaires, en disant l'Allemagne est de retour. Et pendant 2 ans, la relation avec Jacques Chirac était assez mauvaise. Et finalement, Schröder et Chirac comprennent qu'il faut arrêter ce jeu-là et décident d'une coopération extrêmement étroite. Alors ce n'est plus l'intimité des gens de la guerre, c'est la nécessité de l'Europe d'aujourd'hui. Depuis, l'Europe se construit autour de couples franco-allemands hésitants et avec une Allemagne devenue puissante. Le couple Merkel-Sarkozy a voulu donner l'illusion d'une entente. Le couple Hollande-Merkel a existé par l'effacement du président français. Aujourd'hui, le président Macron tente de reconstruire ce couple essentiel pour faire avancer l'Europe. Le couple franco-allemand, c'est le chef de famille de l'Europe. Et la famille est trop nombreuse pour ne pas avoir de chef. En quelques années, on est passé d'une Europe des 12, puis des 20, pour se retrouver à 28. Cet élargissement devait être le signe d'une vitalité retrouvée. Ce sera celui de la paralysie. Là, évidemment, c'est très compliqué. Là où c'était intime, tout le monde se connaissait. C'est une immense table. Il faut des téléviseurs pour savoir qui est l'inconnu qui parle à l'autre bout. Bon. Donc, il y a quelque chose qui est très physique dans l'élargissement. Et la plupart des pays d'Europe de l'Est qui ont vécu sous le joug de l'URSS n'ont pas attendu exactement la même chose du système européen. Ils sont très contents d'avoir les fonds structurels, mais ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas exactement les mêmes valeurs. Étant donné qu'elle englobe 28 pays, ce qui est énorme, et qu'elle les fait marcher tous du même pas, rend impossible ces projets qui nécessitent une certaine coopération entre les pays et non pas cette rivalité incroyable qu'a généré le fonctionnement du marché unique. Avec la mise en place du marché unique européen, la concurrence entre les États est devenue la règle. Les gouvernements n'ont pas voulu d'harmonisation fiscale et sociale, et cela a nourri inquiétude et populisme, avec parfois des relents nationalistes. Le Britannique Nigel Farage n'hésitera pas à ferrailler contre les hiérarques bruxellois et à soutenir le Brexit. If you try to impose a new flag, a new anthem, a new president, a new army, police force, foreign policy, whatever else, if you try to impose that without first seeking the consent of the people, you're in danger, actually, of creating the very nationalisms and resentment that you sought to snuff out in the first place. We've done this all before. We did it after the First World War in the Balkans. We said we can't have all these little Balkan states going around, fighting with each other. Let's bring them together. Let's give them one flag, one anthem, one president, and let's call it Yugoslavia. And it led to horrific wars since 1990, the deaths of tens of thousands of people as people have fought to get out of a false state. Je considère qu'il faut naturellement poursuivre le projet européen, mais qu'il faut le réformer sérieusement. Donc je suis sensible à ce qu'a dit plusieurs fois le ministre allemand des Finances, M. Schäuble, quand il dit c'est quand même difficile de ne jamais tenir compte des peuples. Et pour moi, l'attitude des peuples a atteint un niveau d'alerte quand même s'ils ne veulent pas sortir, personne ne veut imiter l'exemple britannique. Alors en tenir compte, c'est pas évident, puisque les peuples demandent à garder une certaine identité, ce que les élites méprisent, une certaine souveraineté, ce que les technocrates et les économistes jugent dépassé, mais
Les gens voudraient ça quand même. Et avoir de la sécurité, là, il peut y avoir un point de convergence autour de la reconstitution d'un vrai Schengen efficace. Identité, souveraineté, les peuples européens n'ont pas envie d'abandonner l'État-nation. Avant d'être européens, on reste français, espagnol ou allemand. Dans ces conditions, le futur de l'Europe semble plus facile à imaginer autour de projets rassembleurs. En matière migratoire, finalement, il y a 4 pays qui font un peu la loi et la règle en Europe. C'est la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Donc c'est pas difficile d'essayer à 4 de se mettre d'accord sur une manière d'appréhender les choses. L'euro, il n'y a pas tout le monde. L'espace Schengen, il n'y a pas tout le monde. Il y a des projets concrets, comme prenons l'exemple le plus magnifiquement réussi, Airbus, il n'y a pas tout le monde. Donc depuis le début, il y a ça. Et je crois beaucoup à une Europe par projet. Par projet qui ne concerneront que des pays vraiment concernés et intéressés, et qui seront un plus et pas un moins, et qui ne remettront pas en cause le socle de la construction européenne. L'Europe doit donc se réinventer. Et il y a urgence. Aux États-Unis comme en Europe, c'est le blues des oubliés de la mondialisation qui a propulsé le populiste Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale en 2016. Avec un slogan qui résonne comme un repli sur soi, comme la fin d'une certaine Amérique. America First, l'Amérique d'abord. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. Ce sont quand même des gens qui sont capables de passer d'un extrême à l'autre, d'une présidence à l'autre. Ils ont Clinton, ils élisent George W. Bush, le contraire. Après, ils passent à Obama, le contraire exact. Ils repassent à Trump, c'est plus que le contraire. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de malaise profond. Aujourd'hui, les Américains ne veulent plus être le gendarme du monde, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être le gendarme qui intervient pour éviter les batailles de quartier, donc entre, par exemple, sunnites et chiites au Moyen-Orient, et puis le gendarme qui protège ses amis, qui fait des rondes la nuit. Ça, c'est le gendarme de l'OTAN. Et donc, le président Trump a dit, écoutez, moi, je veux bien continuer à vous protéger, vous les Allemands, vous les Hollandais, mais il va falloir que vous payiez bien davantage, parce que sinon, je ne vais plus le faire. Le malaise américain est celui d'une puissance devenue impuissante. Donald Trump en est le symptôme excessif. Il voudrait restaurer l'aura de l'Amérique d'hier et pense que cela sera plus facile en s'isolant, en masquant ses faiblesses, pour éviter d'essuyer des échecs, comme celui de l'Irak, qui chaque jour fragilise un peu plus l'Amérique, devenue colosse aux pieds d'argile. Quelqu'un comme Trump, au départ, en gros, il n'est pas isolationniste, mais il est égoïste et brutal. Je m'intéresse qu'aux intérêts américains. Je connais bien la Syrie, je m'en fiche. Bon, ça c'est le point de départ. Il peut y avoir des événements après, comme l'usage répugnant et visible de l'arme chimique, qui fait que même Trump dit c'est intolérable. Alors Trump, c'est quelqu'un qui, dans son approche brutale, peut aussi bien avec certains interlocuteurs dire on va dealer parce qu'au fond nous n'avons pas des accords fondamentaux, et brusquement le lendemain il peut dire je bombarde tout le monde. Vous voyez, il y a une sorte de mélange imprévisible dans le cas de Trump. Mais dans la grande tendance longue des Occidentaux par rapport au reste du monde, il y a quand même toujours ce problème d'adaptation. Comment on se comporte dans un monde qu'on ne contrôle plus entièrement, y compris sur le plan économique et commercial et globalisation, mondialisation. Et il y a un malaise américain spécifique et il y a un malaise français spécifique, puisque la France est le seul autre pays occidental qui ait gardé pendant longtemps une vraie politique étrangère globale. Retrait d'Irak, éloignement de l'Europe, incapacité à écrire une politique vis-à-vis de la Russie, les États-Unis sont en réalité déstabilisés depuis la fin de la guerre froide il y a un quart de siècle, qui prend avec le recul
les allures d'une victoire à la Pyrrhus. Barack Obama a esquissé une solution, la politique du pivot en se tournant vers l'Asie. Mais là encore, rien n'est simple. Les Américains doivent désormais affronter l'ambition chinoise sur la région dans un environnement déstabilisé par la nucléarisation de la Corée du Nord. En bonne logique, dans la durée, le vrai antagonisme stratégique, c'est entre les États-Unis, qui veulent garder absolument la maîtrise de la libre circulation en haute mer, qu'ils assurent depuis 1945 par leurs différentes flottes. Ce pas les conventions internationales, hein, c'est la flotte américaine, en fait. Ils veulent garder ça, et la Chine, dans son jeu de go, veut progressivement avancer, reprendre le contrôle à travers des îlots récupérés de l'ensemble des mers de Chine. Il y a un clash évident, un jour ou l'autre. En se tournant vers l'Asie, l'Amérique découvre que sa puissance est devenue une puissance relative. Elle se retrouve face à la Chine, qui entend avoir un rôle politique à la mesure de sa puissance économique. Mais surtout, dans ce face-à-face, les Américains sont obligés de se trouver des alliés en cas de conflit sino-américain. Alors Barack Obama s'est à nouveau rapproché de l'allié japonais en 2009. Le Japon a été, depuis 1945 jusqu'à la fin des années 80, sous protection américaine. Ça veut dire que globalement, il ne s'est pas occupé de sa défense. Il n'a pas eu besoin de s'équiper, même s'il s'est équipé de manière assez importante. Il n'avait pas besoin de faire la démonstration de force. Il n'avait pas besoin de s'intéresser à ce qui se passait ailleurs, puisque les Américains les protégeaient. Et donc, ils se sont occupés uniquement de leur économie. Et puis, patatras, arrive la fin de la guerre froide et les Américains qui disent aux Japonais, écoutez, c'est la fin de la guerre froide, on n'a plus tout à fait besoin de vous comme un rempart devant le communisme, il va falloir vous occuper de votre défense. La politique est aussi une histoire de symboles. Et Barack Obama l'a bien compris. Lorsqu'il décide de se tourner vers l'Asie en soutenant à nouveau le Japon, il offre un nom qui reste celui du rêve américain. La nomination par Barack Obama de Caroline Kennedy, la fille du président assassiné, comme ambassadrice au Japon, est un des signes très forts de la volonté d'Obama de pivoter vers l'Asie, comme il l'a répété maintes fois durant sa présidence. Et le fait qu'il choisisse cette personnalité et qu'elle incarne ce mythe de cette famille royale américaine, quand elle arrive au Japon, elle représente vraiment ce que l'Amérique a de meilleur. Évidemment, les Japonais ont très bien réagi. D'ailleurs, elle a été accueillie de manière inouïe, puisqu'elle a eu le droit au défilé en carrosse dans les rues de Tokyo, jusqu'au palais impérial pour porter sa lettre de créance. Obama l'a rappelé à plusieurs reprises, les États-Unis soutiendraient le Japon en cas de conflit avec qui que ce soit dans la région, et notamment la Chine. C'était pas tout à fait ce que laissait entendre Donald Trump en tant que candidat à la présidence des États-Unis, puisqu'il avait dit aux Japonais et aux Coréens, vous vous débrouillerez, vous prendrez ça en charge, nous on s'occupera pas de tout ça. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a convaincu Donald Trump de poursuivre la ligne politique définie par Barack Obama. Donald Trump va effectivement se résoudre à privilégier le Japon, mais avec une maladresse incroyable. En juillet 2017, il envoie des tweets où il pourfend le soutien de Pékin à Kim Jong-un. En remettant la Corée du Nord au centre des relations internationales, Donald Trump tombe dans le piège coréen et fragilise l'Amérique. Car si Pyongyang multiplie les provocations militaires, c'est pour traiter avec les États-Unis et retrouver une place sur la scène internationale. La Corée du Sud a accepté, contre la volonté chinoise, d'installer sur son territoire un système antimissile américain, ce qui a valu aux Chinois de mettre en place des sanctions assez fortes contre les Sud-Coréens. Les Chinois sont très embêtés. Et ils sont embêtés pas seulement parce qu'ils hésitent, mais ils sont embêtés parce qu'ils ont des difficultés à prendre des décisions dans leur pays.
Il faut imaginer que les provinces qui bordent la Corée du Nord, en Chine, sont des provinces qui sont très puissantes, là où il y a beaucoup de détachements militaires. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces provinces qui, elles-mêmes, profitent de tous les trafics avec la Corée du Nord. Mais la Chine ne veut pas non plus d'une réunification qui ferait que l'ensemble de la Corée serait unifié sous l'égide de la Corée du Sud avec l'alliance américaine. Ils n'en veulent à aucun prix. À aucun prix. Les Chinois, eux, ne veulent absolument pas, et ça c'est, quoi qu'il arrive, ils ne veulent pas d'avoir de soldats américains à leurs frontières. Parce que c'est ça le principal risque pour eux, c'est de se retrouver avec des soldats américains à leurs frontières. L'Amérique de Trump est donc une Amérique impuissante. Impuissante au Proche-Orient, impuissante en Asie. Et il a été élu pour redonner l'illusion de la puissance. Il va le faire de la pire des façons, s'exposant à la vindicte du reste du monde. Il décide de retirer sa signature de l'accord final de la COP21, la conférence de Paris de 2015 sur le réchauffement climatique. The United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country. I'm willing to immediately work with Democratic leaders to either negotiate our way back into Paris under the terms that are fair to the United States and its workers, or to negotiate a new deal that protects our country and its taxpayers. Le retrait américain de la COP21, c'est une décision de Donald Trump. Ce n'est pas, à mon sens, une décision américaine. Je ne crois pas qu'un autre président, fût-il républicain, aurait pris cette décision. Ça n'est pas conforme à la vision d'une majorité de l'opinion américaine. Les Américains qui sont inquiets de l'avenir de la planète sont près de 70%. Les Américains qui ont désapprouvé le retrait de Donald Trump de cet accord sont aussi largement majoritaires. Et le fait que les intérêts économiques américains soient en partie défendus par ce retrait, avec moins de contrôle sur les industries pétrolières et charbonnières, ça n'est pas conforme non plus à la globalité des intérêts américains, parce que très largement, les États-Unis ont pris le tournant maintenant de l'avenir des énergies renouvelables, d'un avenir plus écologique. Poser les bases d'un nouveau développement, d'une transition énergétique, c'est assurément esquisser les contours d'une future gouvernance mondiale. C'est en cela que la COP21 et l'accord de Paris en 2015 constituent un point de départ important, fondateur même, et désormais sans les Américains. La conférence de Paris, l'accord du 12 décembre 2015, est un succès historique. Je ne suis pas sûr qu'il puisse être répliqué dans d'autres domaines, mais il nous a fait avancer considérablement. Pour signer un traité, ce sont les États qui lèvent la main. Bon, moi, j'avais en face de moi, en décembre 2015, 195 États. Et il fallait qu'aucun ne s'oppose. Sinon, c'était par terre. C'est la règle de ce domaine-là, de l'environnement. Donc, il y a eu l'alignement des planètes étatiques. L'Europe, la France ont joué un grand rôle, mais les États-Unis, l'Inde, la Chine et tous les autres. Bon, planète étatique nécessaire. Deuxième planète, ça va vous surprendre, planète scientifique. Bon. Il faut que les données qui conduisent à des accords soient incontestables. J'ai rencontré et entendu beaucoup de grands scientifiques depuis 20 ou 30 ans. J'en ai vu beaucoup qui sont évidemment inquiets de l'affaire du climat, changement, réchauffement, perturbation, mais peut-être encore plus qui sont épouvantés par l'effondrement de la biodiversité, qui est indispensable à la vie sur Terre, ou sur ce qui se passe dans les fonds marins, ou sur l'envahissement par les déchets non recyclés, etc., etc. Bon, toute une série de choses. Moi, je suis venu à ça plutôt par passion de la nature, plutôt que par raisonnement écologique, et mon raisonnement n'a rien à voir avec celui des écologistes politiques. Mais quand même, ça aboutit à des éléments communs. Un écosystème menacé, des équilibres écologiques fragilisés, une planète
partagés entre réchauffement climatique et accroissement de la population. Les enjeux sont immenses et vont peut-être permettre de faire émerger une conscience commune. Un moyen de donner de la stabilité à ce monde en désordre, de trouver une réponse à des États-Unis affaiblis, une Russie et une Chine désireuses de davantage peser sur la scène internationale et une Europe atone. Je pense qu'on redéfinira la notion de crime contre l'humanité. Aujourd'hui, c'est un crime symboliquement atroce contre un groupe de personnes. Après-demain, c'est des comportements qui mettent en danger l'humanité tout entière. On va redéfinir ça. Et on aurait donc dans chaque pays une sorte de conseil des générations futures. C'est pas moi qui l'ai inventé, beaucoup de gens l'ont proposé. Et qui dirait chaque année, ça va dans le bon sens. Ça, attention, c'est un recul. Vous pouvez faire mieux là-dessus. Une sorte d'encouragement. Pas quelque chose de punitif, vous voyez, quelque chose d'entraînant. Donc, au bout du compte, s'ajoutant aux fameuses valeurs universelles, s'ajoutant à une mondialisation poursuivie mais encadrée autrement, je pense que c'est une immense idée d'avenir.